Bonjour et bienvenue en tête-à-tête sur France 24. Notre invité cette semaine est Patrick Mouyaya, c'est le ministre de la Communication de la République démocratique du Congo. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour Marc. On va commencer avec la situation dans l'Est du pays qui est compliquée. Après l'échec des négociations de Luanda le mois dernier, les combats ont repris de plus belle avec les rebelles du M23 au nord Kivu, mais aussi ces derniers jours au sud Kivu. Est-ce que aujourd'hui c'est une guerre totale? Il faut plutôt d'abord parler de terroristes du M23 et il faut aussi parler de l'armée rwandaise parce que c'est l'armée rwandaise qui opère. C'est bien clair. Encore récemment, il y avait ces rapports du groupe d'experts des Nations Unies qui documentaient de manière claire qu'il y avait 3 à 4 000 hommes militaires rwandais qui opéraient et qui malheureusement ont repris depuis belle l'aventure terroriste et criminelle dans l'Est de la RDC, contrairement à ce qui avait été prévu d'ailleurs, à différents engagements qui ont été pris, parce qu'au 15 décembre, dans le cadre du processus de Luanda, normalement, tout devrait être conclu. Mais l'absence du président rwandais illustre justement sa volonté de continuer à piller l'Est de la RDC, parce que le fondement principal de cette guerre, c'est une guerre économique. Il faut mettre la main à tout prix et garder la main à tout prix sur les ressources de la RDC. Combien de soldats rwandais? Vous avez parlé de 3 à 4 000 dans le rapport d'experts, mais d'après vos informations, est-ce qu'il y a plus que ça? Mais d'après nos informations, il peut y avoir plus évidemment, parce qu'il y a régulièrement de rotation et qu'en réalité, les M23, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, n'existent pas. C'est un groupe de pantins qu'on met au devant lorsque on a suffisamment avancé. Il y a des rapports qui sont connus d'ailleurs des experts des Nations Unies qui ont eu l'occasion de l'aborder. C'est pas seulement la présence des milliers de militaires, mais c'est aussi la présence du matériel qui a encore une fois été documenté et dénoncé par les experts des Nations Unies. C'est l'occasion, en tout cas, pour les Nations Unies de tirer les conséquences face justement au sabotage du processus de Luanda assumé par le président rwandais et au regard de la processus de Luanda dans ces cas-là. Mais écoutez, le processus de Luanda, quoi qu'il en soit, c'est le processus qui a été mondialement reconnu pour être le cadre qui va... Je n'irai pas comme vous pour dire qu'il est mort, simplement parce que le président rwandais a choisi de continuer de s'aimer la mort dans l'Est de la RDC. C'est les processus d'ailleurs qui méritent aujourd'hui d'être sauvés entre guillemets, tel que vous vous dites, parce que s'il est mort, ça veut dire que toute la communauté internationale aura échoué. Le président de la République, à l'occasion des vœux qu'il a échangés avec les corps diplomatiques, a été clair là-dessus. Nous saluons justement les condamnations répétitives des capitales occidentales, mais nous ne devons plus rester dans les seuils de condamnation. Il faut aller sur des sanctions plus dures parce que des noms sont connus des officiers rwandais qui opèrent et la revendication des actes terroristes posés par l'armée rwandaise et par la M23 par les officiels rwandais ne devrait pas rester sans suite. C'est aussi de cette manière qu'on peut s'assurer de prévenir encore un conflit de plus grande envergure. C'est aussi de cette manière qu'on va s'assurer qu'on fait respecter les droits internationaux. Alors, on a parlé du Nord Kivu, maintenant il y a le Sud Kivu, avec la prise ces derniers jours par le M23 de la ville de Minova. C'est un endroit stratégique au bord du lac Kivu. C'est un échec. C'est des provinces jumelles. Ça veut dire qu'il y a aujourd'hui cette... Donc la guerre s'étend. Cette forme. Nous sommes dans une dynamique de guerre, évidemment. Nous sommes dans une dynamique de guerre où il y a une semaine, nos troupes avaient l'ascendant. Mais là, c'est plus le cas. Évidemment, nous sommes dans une dynamique de guerre où parfois vous perdez de bataille, vous gagnez. Mais l'idée ici, c'est que vous compreniez, il y a une détermination du Rwanda à étendre la zone d'influence, pensant justement pouvoir nous contraindre à négocier avec ces pantins terroristes du M23, parce qu'en réalité, lorsque nous disons que les terroristes du M23 n'existent pas, c'est le Rwanda qui agit à travers ce groupe et qui, à un moment, quel que soit le moment, leur imposera l'agenda. Dans l'hypothèse, ils doivent s'y retrouver en face de nous. Mais pour vous discuter. dites... Quoi qu'il en soit, il y a un processus de Nairobi qui a été prévu pour régler les questions de groupes armés, y compris la question du M23. Mais l'administration sortante aux États-Unis a dit, écoutez, il faut qu'il y ait un dialogue avec le M23. Elle l'a dit par écrit. Vous dites, on ne peut pas dialoguer avec ce groupe. Mais attention, parce que j'ai eu une discussion d'ailleurs avec les équipes américaine à Kinshasa sur le sujet. Il y a un communiqué qui est sorti qui réagissait spécifiquement et qui a dit clairement tout ce que les Rwandais font avec le matériel de brouillage, notamment
de son, y compris des ondes pour les appareils volants, qui paralysent les vols civils, les vols humanitaires des Nations Unies. Ces communiqués étaient dans un contexte précis. Aujourd'hui, les États-Unis qui se sont beaucoup impliqués dans le processus de Luanda, notamment avec Mme Avril Haines, qui était le chef des renseignements militaires, des renseignements aux États-Unis, avait soutenu le processus de Luanda et le processus de Nairobi. Parce que nous, on n'a jamais dit non à l'idée de régler la problématique de manière générale, parce que les groupes armés qui opèrent dans la région doivent être démobilisés. Mais ici, il y a un focus justement sur un groupe terroriste, la M23, parce qu'en réalité, c'est le groupe par lequel le Rwanda agit. Et donc, lorsque les rapports des experts des Nations Unies vous parlent de 3 à 4 000 hommes, c'est des rapports objectifs qui sont documentés parce qu'il y a un système de surveillance de tous les mouvements dans la zone. Et donc, aujourd'hui, quoi qu'il advienne, le processus de Nairobi, c'est le processus qui a été prévu pour ça. Il ne faut pas oublier qu'au 15 décembre, le médiateur angolais, le président Lorenzo, avait pris la précaution d'associer le président honoraire du Kenya, Uhuru Kenyatta, parce que c'était un impératif parallèlement à la signature de l'accord qui était prévu avec le gouvernement rwandais avec lesquels nous sommes en conflit, qu'il y ait des discussions avec les groupes armés pour s'assurer que les deux pans du conflit ont été pris en charge. Et la République démocratique du Congo a prouvé sa pleine volonté de parvenir à la paix, mais c'est qui n'est pas fait de l'autre côté. C'est important que la communauté internationale tire dès à présent les conséquences de manière plus forte et plus ferme. Mais est-ce qu'une rencontre entre le président Tshisekedi et le président Kagame est possible? Je vais juste quand même dire ce que le président Kagame a déclaré devant les diplomates étrangers à propos de Félix Tshisekedi. Je sais reconnaître les leaders quand je les vois, je sais aussi reconnaître les idiots. Vous pouvez imaginer la combinaison des deux, le désastre que cela produit. Écoutez, le président Kagame qui, ces derniers jours, n'a plus les caractères taiseux, a besoin de s'exprimer. Il est fait maladroitement. Parce que non seulement qu'il a manqué d'égard au président angolais, qui était bien mobilisé dans le cadre de ce processus, mais sa sortie médiatique, c'est illustratif justement de son état d'esprit qui est pleinement dans la bassesse, parce que lorsqu'on commence à verser dans l'insulte à ces niveaux de responsabilité, c'est illustratif justement du caractère, passez-moi l'expression, un peu mégalo qui le caractérise. Mais je pense que tout ça doit être arrêté, y compris par la communauté internationale, parce que c'est cette attitude des nervosités qui pousse à ce qu'il y ait plus de massacres. Parce que lorsque vous parlez, par exemple, de la prise des Minova, c'est que vous ne voyez pas, c'est qu'on ne vous dit pas, c'est qu'il y a des massacres systématiques qui sont opérés sur le jeune volontaire de défense de la patrie qu'on appelle Wazalendo. Donc c'est de manière systématique. Il y a encore des rapports qui nous sont parvenus, en tout cas par des observateurs qui sont localement, qui nous ont parlé des 70 à 90 jeunes, parce que c'est systématique, parce qu'il faut s'assurer que lorsque on fait une prise comme celle-là, on s'assure qu'on étouffe et on fait de parade de manipulation. Vous savez que, par exemple, dans cette guerre, le Rwanda a démontré de plus en plus que c'est véritablement l'empire et l'industrie du mensonge qui, de manière régulière, pompe à peu près 1000 tweets par jour, ce que moi j'appelle depuis quelques jours le poison rwandais, la manipulation, la désinformation, le mensonge qui est revendiqué au plus haut niveau du pouvoir. Mais militairement, c'est eux qui avancent. Militairement, c'est eux qui avancent. Je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes dans une dynamique des guerres où il y a des batailles qui sont remportées par les uns et remportées par les autres. Mais l'idée ici, c'est qu'on ne devait plus justement être dans ce cadre-là, dès lors qu'on avait choisi le cadre du processus de Luanda. C'est pour ça qu'il est important que le Conseil de sécurité, que la communauté internationale puisse tirer des conséquences dans l'immédiat du caractère inutilement belliqueux du président rwandais qui s'est traduit de toutes les manières, y compris par son langage que vous avez relevé tout à l'heure, c'est qui est contraire justement à tout ce qui est mis sur la table comme principe pour restaurer la paix dans l'Est de la RDC. Si ça continue, Nord Kivu, Sud Kivu, voire autre chose, vous êtes prêt à porter la guerre au Rwanda? Écoutez, de toute évidence, toutes les hypothèses pour nous sont à table. Mais la première hypothèse, c'est de nous assurer d'abord que nous assurons la défense et l'intégrité de notre territoire, que nous protégeons nos populations, et que vous savez, l'option de la guerre est une option qui est envisagée. Nous y sommes déjà, d'ailleurs. Peut-être qu'il faut éviter d'aller dans des conflits de plus grande ampleur, parce que ni les peuples rwandais,
ni le peuple congolais ne mérite la guerre, il mérite d'échanger. C'est pourquoi l'attitude du président rwandais, je pense que si les peuples rwandais devaient avoir droit à la parole, je ne suis pas sûr qu'il sera encore à la tête de ce pays. Très rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, l'opposition au Congo pense que Félix Tshisekedi a décidé de changer la Constitution pour pouvoir se représenter à un troisième mandat. Mais où est-ce qu'il a dit ? Le président de la République a été élu. Il le soupçonne de ne pas le dire, mais le président de la République, il y avait des soupçons de ce type avant les élections de l'année dernière, mais vous avez vu que rien de cela ne s'est produit. Le président de la République a été élu à plus de 70% par les Congolais. Il y a donc la légitimité qu'il faut pour engager ces débats-là. On a parlé des débats qui vont porter sur de réformes institutionnelles pour rendre l'État plus efficace. Moi, je connais personne de l'opposition que j'ai eu à rencontrer dans les cadres notamment de mes activités parlementaires il y a quelques années qui a dit non au projet de la Constitution. Ici, dans l'attitude, je perçois plutôt comme une forme de rancune ou de problème personnel avec le président de la République parce que les débats sur la Constitution est un débat voulu par les Congolais. Nous devons régler le problème notamment de nos binationaux qui sont nombreux dans les mondes, qui veulent contribuer justement aux efforts de développement du pays. C'est pas la seule question. Nous sommes par exemple République démocratique du Congo, membre de plusieurs regroupements régionaux en Afrique, où la langue anglaise est la langue qui est privilégiée. J'adore le français, mais pourquoi on n'aurait pas par exemple, une seconde langue officielle qui serait l'anglais et des langues nationales. Non, mais dès lors que le président a dit que nous mettrons en place une commission pluridisciplinaire qui comprendra plusieurs personnalités pour réfléchir ici, cher Marc, j'insiste sur les mots, nous réfléchir et nous dire, voilà, qu'est-ce qu'il nous faudrait réajuster dans notre Constitution. Ça se fera dans un cadre ouvert où tous les acteurs auront la possibilité de donner leurs opinions. Sans remettre les compteurs des mandats présidentiels à zéro. Il faut pas aller dans ces débats, j'allais dire inutilement suspicieux dans ces contextes, parce que l'idée principale pour le président de la République, c'est de rendre l'État plus efficace. C'est de rendre l'État plus efficace, capable de donner des réponses rapides aux préoccupations de Congolais. Et je ne pense pas qu'un seul leader, fût-il de l'opposition, peut s'opposer à ce qu'on renforce le moyen et l'efficacité de l'État pour régler les problèmes des Congolais. Patrick Mouyaya, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de France 24. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission sur nos antennes.